Bonjour à toutes et tous, merci d'être si nombreux et si nombreuses pour cette table ronde. Donc, réemploi, quels travaux et obligations en France et dans l'Union européenne? Je suis Justine Laurent, on va être ensemble pour les 30 prochaines minutes et je suis très bien entourée. Donc, autour de la table, si on peut dire, donc Fernando Rodriguez Mata de New Era, Bénédicte Perrol de Reset, Alice Abba de Réseau Consigne et Lucia Pereira de Réseau Vrac. Je vais vous inviter à chacun vous présenter un peu aussi votre structure, organisation, et ensuite on passera au vif du sujet. Je commence. Donc moi je travaille pour Réseau Vrac, donc je ne vais pas présenter Réseau Vrac. Et je suis donc Lucia Pereira, directrice des affaires réglementaires. Bonjour, Alice Abba, je coordonne l'association Réseau Consigne et donc depuis hier qui n'existe plus et qui est devenu Réseau Vrac et Réemploi. Et donc je m'occupe donc des sujets de réemploi des emballages. Bénédicte Perrol, donc de la société Reset. On est une société de conseil en transformation environnementale et uniquement transformation environnementale. Et un peu la ligne directrice de notre cabinet, c'est le passage à l'action. On pense qu'on a fait assez de livres blancs. Maintenant, il faut vraiment agir et mettre en œuvre ces livres blancs si possible. Donc voilà, action. Et Fernando de New Era, en cours, on fait ce que Réseau Vrac et Réseau Consigne font en France, mais à niveau européen. Et New Era, c'est la European Reuse Alliance. Et voilà, on va en parler sur l'impact de ces lois au niveau français et européen, parce que ce qui se passe en Europe a un impact aussi en France et dans tous les États européens. Donc, merci à Réseau Vrac pour l'invitation. Merci à tous les quatre. Donc on va parler réemploi, réglementation, France et niveau européen, comme vous l'avez compris. Chez Circulable, le réemploi, ça fait depuis 11 ans qu'on en parle. Et en fait, on se rend compte que quand même, depuis quelques années, il y a des changements majeurs. Tu l'évoquais, Bénédicte. Là, on est dans une période où vraiment, il y a de plus en plus d'acteurs qui se fédèrent. Et surtout, on est sur opérationnaliser et vraiment agir. Mais du coup, avant d'en venir à toutes ces évolutions, est-ce que, Lucia, tu pourrais nous présenter le contexte légal et réglementaire, notamment depuis 2020 avec la loi AGEC, donc anti-gaspillage pour une économie circulaire, où on a quand même un certain nombre d'éléments nouveaux? Oui, alors je vais essayer de ne pas vous endormir. On en a beaucoup parlé déjà, la ministre l'a rappelé. Donc la loi AGEC de 2020 a fixé des objectifs de réemploi. Donc c'est des objectifs nationaux. C'est des objectifs que l'État français s'est fixés. Ce n'est pas des obligations pour les metteurs en marché, mais l'État français compte sur les acteurs et les metteurs en marché pour atteindre ces objectifs nationaux. Donc de réemploi des emballages, de réduction des emballages plastiques à usage unique et voire de suppression de ces emballages plastiques à usage unique d'ici 2040. À l'issue de cette loi, il y a eu 2 décrets d'application de la loi. Le premier, c'est le décret sur la stratégie 3R qui est sorti en 2022, donc 2 ans après la loi. Et donc 3R pour recyclage, réduction et réemploi. Donc nous, Réseau Vrac, Réseau Consigne, c'est le R de réemploi qui nous intéresse le plus. Et dans ce décret, on a une définition pour la première fois officielle du réemploi. Donc pour atteindre les objectifs de réemploi, il y a 2 façons de faire. Le réemploi par le consommateur ou le réemploi par le professionnel. Et comment on distingue les deux? C'est qui a la responsabilité du lavage de l'emballage réemployable. Donc, dans le cadre de la vente en vrac, dans la plupart des cas, c'est le consommateur qui va être responsable du lavage de l'emballage, et donc c'est du réemploi par le consommateur. Et dans le préemballé consigné, l'emballage est retourné au professionnel qui le lave, donc on est dans du réemploi par le professionnel. Donc c'est 2 façons de faire. Il y en a une troisième, malheureusement, qui est donc le berlingot, la recharge, le fameux berlingot. Donc pourquoi c'est du réemploi? Parce qu'on a un contenant par an qu'on achète le premier, qu'on va garder à la maison, qu'on va re-remplir avec un berlingot. Ce berlingot, c'est encore de l'usage unique, même s'il est plus léger avec des matériaux recyclés, ça reste un emballage à usage unique. Et notre crainte, c'est que les fédérations, les secteurs, quand ils vont essayer d'aller vers du réemploi, parce qu'ils ont des obligations de réemploi, eh bien notre crainte, c'est que, notamment en cosmétique et en détergence,
ils aillent plus vers le berlingot que vers le vrac ou vers le préemballé consigné, parce que c'est beaucoup plus facile pour eux à mettre en place. Donc le décret 3R, et dans le cadre de ce décret 3R, les fédérations ont une obligation de rédiger des feuilles de route sectorielles pour expliquer comment ils mettent en œuvre donc les 3R, réduction, recyclage et réemploi. Et ces feuilles de route, elles ont été rédigées, non, elles vont être publiées en 2023. Et d'ailleurs, Bénédicte, qui a travaillé pour certaines fédérations, nous parlera un peu concrètement du travail qu'elle a fait pour la rédaction de ces feuilles de route, notamment sur le R du réemploi. Ensuite, on a un deuxième décret issu de la loi GEC, c'est le décret sur la proportion minimale d'emballages réemployés à mettre sur le marché. Et ce décret-là, il impose des obligations directement aux metteurs en marché. Donc les metteurs en marché, ça peut être les fournisseurs, mais ça peut être aussi les distributeurs qui mettent en marché des emballages réemployables à usage unique comme les sachets Kraft ou des contenants réemployables comme des sacs en tissu, etc. Et là, c'est donc des obligations pour les metteurs en marché d'atteindre progressivement d'ici 2027 10% d'emballages réemployés annuellement mis sur le marché. Et l'ADEME a sorti une étude à laquelle Réseau Vrac et Réseau Consigne a participé sur une méthodologie de comptabilisation des emballages réemployés, en sachant qu'un emballage est considéré réemployé à partir de la deuxième réutilisation. Donc maintenant, il va falloir apprendre à tracer, à comptabiliser au regard de cette méthodologie qui a été publiée par l'ADEME. Et il y a une autre étude en cours sur les marges de progression du réemploi, parce qu'on s'aperçoit que dans le cadre notamment des feuilles de route sur la stratégie 3R, les fédérations vont beaucoup vers le R de réduction et recyclage. Le réemploi est un peu laissé de côté, et donc l'ADEME a mené une étude sur les marges de progression du réemploi, donc du R de réemploi. Et là, l'ADEME va rédiger aussi des fiches sectorielles qui sont attendues pour 2023, produit par produit, pour voir comment, produit par produit, secteur par secteur, on peut lever les freins qui ont été identifiés pour atteindre les 10% d'emballages réemployés. Voilà pour le cadre. Merci Lucia. On prendra les questions tout à l'heure, donc s'il y a des éléments qui ne sont pas clairs, on pourra y répondre. Pour continuer, donc le gouvernement a lancé donc début 2023 une concertation avec les acteurs autour de ce sujet. Et en parallèle, on a aussi d'autres acteurs, industriels notamment, qui viennent discréditer tout ce travail. Et donc, du coup, il y a le collectif Réemploi qui s'est créé et qui rassemble donc un certain nombre d'organisations, d'associations qui mettent en avant et qui défendent le réemploi. Et de nouveau, le réemploi qui vise la réduction des déchets. Hein. On n'est pas dans le réemploi du berlingot, comme tu l'as dit. Donc Alice, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la concertation et également sur le collectif ? Oui, donc la loi AGEC repoussait à 2023 la décision sur la consigne pour recyclage et donc pour réemploi. Fin janvier a été lancée une concertation avec l'ensemble des parties prenantes pour une décision qui sera prise par le gouvernement en juin 2023 sur la mise en place d'une consigne pour recyclage ou pour réemploi. Donc la loi AGEC prévoyait que des études puissent être effectuées par l'ADEME pour justement éclairer le débat et prendre une décision. Donc les études de l'ADEME sont en cours, mais la concertation a déjà lieu. Et donc nous avons, Réseau Vrac, Réseau Consigne, constitué un collectif, donc le collectif Réemploi, qui est composé donc de nos associations qui représentent les acteurs économiques du réemploi des emballages, mais aussi donc d'associations environnementales, Zero Waste France, Surfrider, No Plastic in Maïsi, Reloop également, afin de contribuer, de faire des propositions justement sur cette concertation. Et notre objectif, c'est donc d'avoir une décision politique en juin 2023 sur la mise en place d'un système national de consigne pour réemploi sur les boissons, puisque c'est le sujet de la concertation, et de proposer un calendrier et une méthodologie de travail pour que puisse être mise en place ce système national, et donc de le réfléchir au-delà également des boissons, puisqu'on parle des boissons, mais les autres emballages doivent être concernés par ces objectifs de réemploi.
Et donc on propose de travailler sur 5 chantiers avec l'ensemble des parties prenantes pour mettre en place des systèmes de réemploi sur l'ensemble des emballages. Donc ça veut dire réfléchir à une gouvernance pour ce système national, au fait de rendre accessible partout, tout le temps, les produits dans des emballages réemployables, et également de pouvoir obliger les distributeurs, puisque c'est aujourd'hui ce qui bloque pas mal les boucles de réemploi, c'est il n'y a pas d'obligation qui pèse sur les distributeurs pour collecter les emballages. Et donc sans collecte, on n'a pas de boucle de réemploi. Un chantier évidemment sur le financement, comment on finance ce système, et puis sur la communication. Aujourd'hui, il y a beaucoup de communication est faite sur le recyclage, le tri, très peu sur le réemploi, alors que ça devrait être la priorité des acteurs de réduire, de réemployer et ensuite de recycler, et les autres modes de traitement des déchets doivent venir après, donc de respecter cette hiérarchie des modes de traitement. Merci beaucoup. On évoquait juste avant l'obligation pour les fédérations de construire leur feuille de route. Bénédicte, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ces feuilles de route et particulièrement sur le R de réemploi qui nous concerne aujourd'hui? Promis, je vais passer plus de temps sur le R de réemploi que recyclage et réduction, même si les uns et les autres ont une interaction. Je vais y revenir rapidement. Donc, nous, on accompagne 8 fédérations. Moi, j'en pilote 6, donc ça permet d'avoir une vraie vision. Il y a le lait, le yaourt, les biscuits, le café-thé, même la pharmacie. Et donc, la grosse particularité de ce travail, c'est de les faire travailler en collectif. C'est-à-dire que ce n'est pas la secrétaire générale ou le secrétaire général de la fédération avec qui on discute, c'est vraiment les entreprises qui sont adhérentes. Et ça va de l'ingénieur packaging. Ce matin, j'étais avec les dirigeants, parce qu'on veut vraiment qu'il y ait une prise de décision collective, parce que l'engagement, ça passera par l'ingépac qui va avoir à mettre en œuvre la décision, mais aussi par les dirigeants pour qu'ils affirment une vraie volonté. Donc c'est un travail qui s'est étalé pendant 6 mois. Voire plus pour certaines qui ont commencé en septembre. Et donc là, on va rendre les travaux fin mai. Il va y avoir un comité de révision. Et puis, je pense qu'elles seront publiées d'ici, j'espère, septembre, pour que chacun s'empare de ces travaux. Alors, sur le réemploi, je pense que... Alors, moi, ça fait depuis 9 mois, on va dire, que je baigne dans le sujet. Donc, je ne sais pas comment c'était avant, mais ce dont je peux témoigner, c'est que j'ai l'impression qu'on est un peu à un moment charnière. C'est-à-dire que soit c'est maintenant, soit c'est jamais. Et ils savent que ça me rappelle aussi quand j'ai été parlementaire pendant ces 5 dernières années, et je me souviens d'il y a 3-4 ans sur les batteries, sur les voitures électriques et les recharges. D'un côté, on avait les fabricants de voitures qui nous disaient non mais moi j'y vais pas, il n'y a pas assez de bornes. Vous aviez ceux qui étaient censés installer les bornes qui disaient non mais moi j'y vais pas, il n'y a pas assez de voitures électriques. Donc en fait... Dans ce cas-là, on n'avance jamais. Sur les réemplois, c'est l'industriel qui dit moi, la grande distribution, elle ne veut pas y aller, donc moi, j'y vais pas. Le conso, il n'est pas prêt, donc j'y vais pas. Enfin, toujours, c'est jamais, personne n'est responsable de rien. Là, on sent qu'il y a quand même une volonté d'y aller. Je pense qu'il y a le dispositif national de réemploi, c'est la clé pour permettre aux uns et aux autres d'y aller. Je ne vais pas dévoiler les engagements ici qui sont pris par les fédérations, mais ce que je peux vous dire, et promis, c'est du vrai réemploi par l'industriel. Et c'est pas de la recharge avec de l'emballage plastique à usage unique, mais il y a quand même une volonté d'y aller à condition que le collectif s'engage. Et c'est vrai, j'ai fait une seule slide pour signifier qu'il y a de nombreux défis que je pense pour ceux qui connaissent bien le réemploi, mais il y a de nombreux défis qui restent quand même à relever. Alors oui, il y a l'emballage, mais j'ai envie de dire l'emballage, la standardisation de l'emballage, c'est un élément parmi d'autres qui reste bien évidemment à lever, mais il y a le défi du lavage pour atteindre les normes sanitaires, parce qu'on nous donne des... Je sais que même si le président de la République, sa petite phrase a fait parler, mais c'est vrai qu'il y a des normes environnementales, et à côté de ça, il y a des normes sanitaires aussi de plus en plus exigeantes. Donc comment on fait pour répondre à ces doubles normes? Il faut vraiment qu'on y arrive, mais je suis sûre qu'on va y arriver. Le système logistique, notamment, et puis aussi le modèle économique, et j'ai envie de dire le modèle environnemental qui, pour certains, reste à démontrer. Je partage ça parce que c'est une réalité. On a été souvent interrogés sur ça, mais je pense que ça dépend de toutes les hypothèses qu'on prend, de quel emballage on parle. Bien évidemment, quand on parle de réemploi, c'est pas pour que notre emballage y fasse 2000 km et traverser toute la France. C'est un système qui se met en place. Et ça, les entreprises, je pense qu'elles l'ont compris. Je pense qu'elles sont prêtes à s'embarquer, mais que la condition de réussite de ça, c'est vraiment d'être
d'avoir un système commun. Et peut-être pour revenir sur les interactions entre les 3 R, je pense que ce qui est important d'avoir en tête, c'est aussi que quand on dit plusieurs choses aux entreprises et aux industriels qui, eux, quand je suis directeur de site, j'ai la tête dans mon entreprise et ce qui m'importe, c'est le quotidien. Mais d'un côté, je dis aux entreprises, il faut réduire votre quantité de plastique. Et quand je dis je vais réduire ma quantité de plastique, ça va passer par peut-être une épaisseur moins importante de mon plastique, supprimer un composant d'emballage. Et ça a des implications en termes d'investissement sur les lignes de production. Et c'est un premier changement. Et si en parallèle, je dois faire aussi des évolutions de mes lignes de production pour que mes futurs emballages qui vont être réemployables puissent être faits, c'est une autre modification. Et donc en fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a différents objectifs aujourd'hui qui sont sur la table un peu tous en même temps. Et en fait, et il y a cette réglementation européenne aujourd'hui qui est sur la table, et on ne sait pas trop finalement lequel R est prioritaire aujourd'hui. Et du coup, pour l'industriel qui aujourd'hui doit prendre une décision d'investissement, je peux vous dire qu'il ne sait pas exactement où aller parce que on est aussi sur un marché mondial. Il faut que mes produits restent compétitifs je ne sais pas si je dois davantage m'engager dans le réemploi, davantage m'engager dans la réduction à date parce que, en termes d'investissement, lequel je dois faire tout de suite maintenant de manière prioritaire qui me permettra d'être conforme à la réglementation. Et voilà, ils ont les 3 R finalement sur la table. Ils ont quelques obligations parfois qui sont très claires. Pour certaines, les très grandes, Lucia a parlé du décret réemploi qui fixe des objectifs finalement assez, je pense, assez ambitieux. Et pour les très grosses, c'est assez clair où elles doivent aller, si elles veulent être conformes à la loi. Pour d'autres, pour des PME, etc., c'est moins évident, ou des TPE. Donc ça aussi, je pense que c'est important que le paysage réglementaire soit clarifié. Et je pense que ça fait une belle transition pour la suite. Merci. J'ai juste une question juste avant de donner la parole à Fernando. On va y arriver à sortir ces feuilles de route pour les fédérations avec un R réemploi qui va suffisamment loin, selon toi ? Ça c'est l'opinion publique qui jugera, mais en tout cas, je pense que c'est ambitieux de là où on part, de là où on veut aller. Et encore une fois, la condition de la réussite, c'est que tout le monde s'y mette. Parce que l'industriel, il aura beau prendre un engagement, et nous, on était du côté de l'industriel, et donc il faut que le collectif soit vraiment prêt, et je pense que c'est possible, je pense qu'on pourra y arriver. Merci. Fernando, on va te donner la parole pour nous présenter le cadre européen, donc quel est-il? Et on reviendra après sur la campagne Reset. Merci beaucoup. Alors, si vous voulez, Justine, voilà. Voilà, donc ce règlement d'emballage au déchet d'emballage qui est en cours de négociation, c'est la première chose très importante à retenir. Ça veut dire que tout ce qui c'est noté ici, ça pourrait changer d'ici quelques mois, car c'est le Parlement et le Conseil de l'Union européenne qui est en train de discuter sur ces mesures-là. Donc aujourd'hui, on a, au contraire de la France, qui a mis des objectifs de remploi sur tous les marchés de 5%. Ce règlement-là, il part des objectifs sur segments de marché qui sont différenciés et ces objectifs sont différents selon si on parle du takeaway, de l'industrie des boissons, les commerces, les transports, les e-commerce packaging, etc. Donc, il faut savoir que c'est la Commission qui a fait une étude d'impact et ils ont dit que voilà, selon un peu l'avance ou le développement de chaque segment de marché, il faudrait mettre un pourcentage différent. Ce qui a été d'ailleurs pas mal contesté par plusieurs industriels. En effet, comme Bénédicte en a parlé, c'est vrai que ce règlement il est très complexe. Il y a beaucoup de mesures de réglementation qui ont été proposées et parfois c'est compliqué même pour les experts de comprendre les enjeux de toutes ces mesures. C'est clair que pour la première fois, le remploi a été vraiment promu comme une solution qui va vraiment réduire les emballages. C'est pour ça que c'est très important maintenant d'avoir ces discussions au niveau européen. Il y a la complexité de l'Union européenne qui fait partie de 27 États membres, chaque État membre avec ses intérêts nationaux. On a l'Italie avec un secteur de recyclage qu'ils disent que c'est best in class
Et du coup, ces objectifs de remploi, peut-être, ils sont au-delà de ce qu'il faut. On a les pays scandinaves avec leur industrie de carton et du papier qui sont intéressés à garder aussi ces intérêts nationaux. Donc c'est vraiment compliqué aujourd'hui à savoir où ces textes vont nous mener. En tout cas, je pense que c'est déjà bien qu'il y a des objectifs de remploi différenciés par segment parce que ça permet aussi de visualiser toutes les possibilités qu'on a. Au lieu de parler de 5%, que c'est peut-être un peu flou, aujourd'hui on sait déjà qu'on a des objectifs sur le e-commerce, donc il y a toute une filière sur ce secteur qui se crée pour les take-away, pour aussi ces emballages qui sont parfois un peu invisibles, tous les emballages secondaires et tertiaires que parfois on ne pense pas, mais ils sont une grande partie, aussi ils sont un grand jeu. Et c'est là justement, par exemple, dans les emballages au transport, depuis des décennies, il y a des systèmes de réemploi qui se sont lancés. Donc on peut aussi apprendre de ces systèmes-là. Et il y a forcément aussi des risques. Un des risques principaux, c'est que ces règlements-là va vraiment changer un peu les enjeux parce que jusqu'à ce moment, c'était une directive qui était en place pour les emballages, c'est-à-dire que les États membres avaient certaines marges de flexibilité pour après transposer cette loi au niveau national. Par contre, ce règlement va être directement applicable en France. Le jour où ça va être adopté, ça veut dire que voilà, c'est appliqué et du coup, ça pose la question si un État membre comme la France, comme on a vu, a des mesures plus ambitieuses, va devoir revenir sur ce pas et s'adopter à la base européenne qui va peut-être être un peu moins ambitieuse. Donc il faudra voir la base juridique de ces règlements pour savoir si en effet la France va pouvoir ou pas aller au-delà. Et c'est justement ce qu'on travaille avec Nuera et nos membres, Réseau Consigne et Réseau BRAC, pour s'assurer que la France puisse maintenir ces lois ambitieuses. Et si on parle à niveau des systèmes de responsabilité élargie des producteurs, on a en France les CITEO, l'ECO, qui doivent contribuer financièrement pour cette transition vers l'emploi. Aujourd'hui, ces règlements, ils disent rien sur ça, donc on essaie aussi de faire en sorte qu'il y a une claire volonté de cet organisme pour aider cette transition. On pense en gros que le modèle français il est vraiment bien pour les répliquer dans d'autres États membres et justement avec ce règlement, ça donne une belle opportunité. Il y a aussi, justement, comme Bénédicte parlait, d'autres mesures qui ont un impact potentiellement sur les emplois. Il y a une mesure sur le contenu recyclé minimal qui pourrait aussi atteindre les emballages réemployables. Mais par contre, ça posera pas mal de questions parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas toujours que les emballages réemployables font partie de... Enfin, il y a un contenu minimal de plastique, on vise le plastique. Vu qu'il y aura peut-être des emballages qui vont être mis sur le marché avant cette réglementation, il faut faire en sorte que les emballages déjà mis sur le marché soient toujours possible de les commercialiser et aussi de voir en fait s'il y a une disponibilité dans les marchés pour mettre ces contenus recyclés minimal dans les emballages réemployables qui d'ailleurs ont un poids, un volume plus grand que les emballages à usage unique. Et enfin, voilà, il y a des nouvelles aussi des règles d'étiquetage dont on discute beaucoup avec nos membres pour savoir quelle est la meilleure manière d'avoir des systèmes de traçabilité qui peuvent démontrer la performance de ces systèmes. Ça va être clé aussi, parce qu'on parle aujourd'hui de mettre des systèmes de remploi en marche, mais il faudra savoir si on peut vraiment assurer un tas de retour pour rendre ce système vraiment écologique et aussi efficient d'un point de vue économique. Donc, un peu plus ou moins ce que je voulais déclarer sur le contexte légal européen, que comme j'ai dit, ça pourrait changer d'ici quelques années. Et on voulait aussi profiter de l'occasion pour vous en parler d'une campagne à niveau européen pour sensibiliser sur les emplois, notamment visé sur les décideurs politiques, mais aussi sur le public en général. L'objectif, c'est convaincre un peu ces acteurs clés au niveau européen pour mettre en place une réglementation favorable au emploi, parler des enjeux économiques et des enjeux environnementaux, comment les emplois, les BRAC, peut aider à cette transition et avoir des systèmes
plus performant économiquement, mais aussi d'un point de vue écologique. Et là, on a discuté avec nos membres qui présentent déjà toutes les solutions clairement pour ces différents segments de marché, les e-commerce, les takeaway, pour montrer aux décideurs politiques qui parfois ils connaissent presque rien au niveau européen. J'ai rencontré plusieurs eurodéputés et cette filière-là, elle est en train de se développer, du coup, ils ne connaissent pas trop. Donc, c'est très important de faire cette labeur de pédagogique auprès des institutions, parce que sinon, on risque d'avoir des tests qui vont suivre, en fait, il y a une campagne énorme des acteurs du lobby d'usage unique pour essayer de freiner ces lois. Et voilà, on se lancera à la semaine de la EU Green Week, c'est-à-dire à partir du 5 juin. On travaille avec Innov Plastic, qui est d'ailleurs ici avec un rapport pour, en gros, c'est dire avec pas trop grand, 10 pages, dire toutes les études et toute l'évidence scientifique qui existe aujourd'hui, qui démontre que le remploi il est meilleur d'un point de vue environnemental, mais aussi à niveau économique, montrer toutes les solutions, tous les acteurs, tous les best practices qui existent aujourd'hui en France et ailleurs pour rendre possible ces systèmes de remploi à niveau, voilà, les escaler ces systèmes et montrer à tout le monde, sensibiliser au public en général, que c'est la bonne voie à prendre. Donc, voilà. Merci beaucoup. On va devoir clôturer. Je me permets de t'interrompre. Merci à tous les quatre. Il nous reste 3 minutes pour les questions. Peut-être avant de vous passer le micro pendant que vous préparez vos questions, moi j'en ai une qui peut être adressée à, je pense, chacun et chacune d'entre vous. Donc je laisserai celui qui veut ou celle qui veut répondre. À plusieurs reprises, vous avez parlé de concertation, de collectif, de discussion. Moi, ma question, elle est simple. C'est comment se passe le dialogue entre les acteurs? Est-ce qu'il y a vraiment un dialogue, que ce soit entre l'Europe et tu évoquais les différents États, même au sein même de la filière ou des industriels? Est-ce qu'il y a un vrai dialogue, une écoute, on essaye de faire ensemble, ou est-ce qu'on se rend compte que c'est encore un petit peu difficile et que c'est déséquilibré? Voilà. Ah, oui, alors le dialogue entre associations environnementales et associations qui représentent les acteurs économiques du réemploi, il est fluide. Après, je pense qu'aujourd'hui, il y a des obligations sur le réemploi. Les metteurs en marché doivent se mettre en conformité avec la loi, donc doivent trouver des solutions pour mettre en place du réemploi sur leurs emballages. Donc forcément, elles font appel aux solutions qui aujourd'hui sont sur le marché et existent. Et finalement, nos acteurs qui sont fédérés au sein de Réseau Consigne, ils attendent simplement que les industriels viennent les contacter et s'y mettent. Et aujourd'hui, le problème, c'est pas tant d'ouvrir des usines de lavage que de les faire tourner à plein régime. Donc, il faut qu'on puisse donc aller vers une mise en conformité avec donc ces obligations de 5%, 10%, mais qu'on puisse aussi aller plus loin sur certains secteurs, parce que si 5% en 2023, ça peut être ambitieux pour certains secteurs, pour d'autres, ça l'est pas du tout. Je pense notamment aux boissons en CHR. Donc dans les cafés, hôtels, restaurants, aujourd'hui on est déjà à 40% d'emballage réemployé dans ce secteur. Donc 5% en 2023 pour ce secteur, c'est pas très ambitieux. D'où l'intérêt d'avoir des obligations sectorielles pour que là où on est plus mature, on puisse aller vite. Et là où aujourd'hui on part presque de zéro, et ben on puisse construire les filières, mettre les acteurs en relation pour trouver des solutions. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez eu 2 minutes pour les préparer. Bonjour. Merci. J'avais une question. Je voulais savoir justement si, au-delà de 2027, on avait de la visibilité sur des pourcentages qui seraient plus importants de réemploi des emballages. On est en train de discuter du règlement européen, mais je crois que 2030, non? À niveau européen, les objectifs de remploi vont de 2030 à 2040.
avec une croissance entre 15-20%. Mais je pense que vous parlez plutôt à niveau français, non? Parce que les objectifs de 2027 sont jusqu'à 2027, je ne sais pas. Au niveau français, à ma connaissance, il n'y a pas d'obligation de réemploi au-delà de 2027. En revanche, il y a une interdiction de mise en marché des emballages plastiques à usage unique en 2040. Et donc, on y arrivera avec la réduction à la source. Donc, juste, on ne met pas d'emballage en plastique à usage unique sur le marché, mais aussi avec du réemploi. Et ce sera, pour y arriver, il faudra certainement qu'on aille au-delà de ces pourcentages après 2027. Il y a le fameux décret quinquennal qu'évoquait Lucia. Donc c'est le décret 3R qui est une déclinaison des objectifs de la loi AGEC qui doit être révisé tous les 5 ans. Et tous les travaux qui sont menés par l'ADEME, etc., c'est aussi, à mon avis, pour voir si les acteurs font et si les acteurs font pas, de mettre, à mon avis, dans la loi. Là, on laisse un petit peu les acteurs s'organiser aussi volontairement. Et si ça se passe pas, peut-être mettre des objectifs plus ambitieux. Est-ce qu'il y a une autre question? Non? Eh bien, on va fermer cette table ronde. Merci à tous les 4. Bonne fin de journée. Merci.